Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Murmures du Lac sur les ondes de Radio Grand Lac, toujours en direct sur le 92.1 FM. J'espère que vous allez bien malgré une semaine un petit peu en dents de scie au niveau de la météo, un peu de pluie ce matin, mais ça fait du bien, ça rafraîchit. Je pense que tout le monde a bien dormi un petit peu cette nuit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission qui va, je pense, être intéressante. On va aborder un petit peu des thèmes bancaires, et on va essayer de faire un petit peu le point sur l'actualité, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de nouveautés un petit peu dans le domaine du crédit immobilier. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux invités, Vincent Portugal et Christophe Raja, tous deux. Bonjour Christophe. Bonjour Romain. Bonjour Vincent. Bonjour Romain. Donc société Avicap, société de courtage en prêt immobilier, qui sont présents sur plusieurs départements, notamment Savoie bien sûr, Haute-Savoie, Isère, peut-être également sur d'autres départements, mais cela on s'en fiche. Nous on parle du territoire local. Aujourd'hui, Avicap est une société qu'on connaît bien, puisqu'on a pas mal de dossiers en cours chez eux. Et aujourd'hui, j'ai vraiment plaisir à les recevoir. Une société dynamique, disponible, donc une grosse recommandation de notre part pour tous vos projets immobiliers. On fera une petite conclusion un petit peu sur ça. Aujourd'hui, on a décidé de parler sur cette première partie d'émission de quelque chose que peut-être vous entendez de plus en plus à la télé, à la radio, le fameux taux d'usure. Taux d'usure qui fait peur. C'est un terme qu'on finalement ne connaissait que peu, puisque c'était pas quelque chose dont nous avions forcément besoin de connaître la définition, et c'était pas quelque chose que nous rencontrions dans les dossiers. Vincent, est-ce que tu peux justement éclairer un petit peu nos lanternes et nous faire un petit point sur qu'est-ce que ce fameux taux d'usure dont tout le monde parle? Oui, alors effectivement, ça fait partie de notre quotidien de plus en plus. Le taux d'usure, c'est quelque chose qui a été mis en place par la Banque de France à la base pour protéger le consommateur. Donc, pour pas que les banques puissent prêter à n'importe quel taux, à des taux ahurissants. Donc, c'est un taux qui reprend tous les éléments d'un taux et d'un prêt conso immobilier. Donc, que ce soit le taux d'intérêt, bien sûr, les intérêts, l'assurance, les frais de dossier, les frais de garantie, et il peut y avoir aussi des honoraires d'un intermédiaire comme nous. Tout est compris. Donc voilà, ça c'est important. Donc c'est un taux auquel les banques ne peuvent pas prêter supérieur à ce taux. Voilà. C'est-à-dire que si on traduit, c'est le taux d'usure, si je dis pas de bêtises, est aux alentours des 2,40. Sur 25 ans. Sur 25 ans. Donc on parlera de TAEG. Si par exemple la proposition bancaire ferait ressortir un taux global de 3%, non, ils peuvent pas le faire. La banque n'a pas le droit de prêter. Voilà. Et donc la personne surtout, que la banque ne prête pas, à la limite, c'est pas forcément dramatique. Par contre, le consommateur, lui, ne peut pas emprunter. Il ne peut pas emprunter, voilà. C'est souvent quelque chose auquel il ne s'attend pas, parce que son dossier est clairement très bon sur tous les termes, sauf que ce taux vient bloquer son dossier. Voilà, donc... il peut avoir des spécificités, par exemple, il est retraité, par exemple, il veut faire un prêt sur 10 ans, et finalement, on va lui dire, non monsieur, on peut pas vous prêter parce que le taux d'usure. Moi, j'ai des clients, effectivement, qui en ce moment tombaient des nues en disant, attendez, j'ai pas de prêt, j'ai une situation très clean, j'ai de l'épargne. Puis la banque me dit, le taux d'usure. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, une forme d'incompréhension, puisque c'est finalement quelque chose qu'on connaissait pas. En professionnel, oui, on est sensible à ce sujet, mais on n'était pas confronté à ça. Et je pense que les consommateurs, peut-être nos parents, nos grands-parents, avaient ce sujet-là. Mais nous, en tout cas, voilà, c'est plutôt une nouveauté dans le paysage un petit peu bancaire. Et ça en a surpris peut-être plus d'un et déstabilisé. Voilà, ça fait un moment que ça existe, mais on n'entendait pas parler, parce que c'était pas bloquant. Parce que comme le taux est calculé sur la moyenne des taux réels du trimestre précédent, les taux étant à la baisse depuis très longtemps, on ne le sentait pas passer. Et maintenant que les taux remontent, il y a un effet ciseau sur le fait que les taux actuels sont beaucoup plus élevés qu'il y a 3 mois. Et là aussi, ce qui se passe, c'est que les gens ont beaucoup en tête quand ils empruntent le taux d'intérêt, mais entre un taux d'intérêt à 1% ou 1,50, pour arriver au taux de 2,40, la grosse différence, elle se fait sur l'assurance du prêt.
Voilà. Et ça, c'est les gens n'ont pas les taux en tête quand ils empruntent. Ils regardent beaucoup cet aspect taux d'intérêt. Exactement. Et donc c'est un point important et c'est ce qui vient faire exploser le taux global qui est pris en charge qui prend en compte pour le taux d'usure. Et puis en plus, on peut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on arrivait à avoir des taux exceptionnellement bas, à moins d'1%, justement sur ce fameux taux primaire, entre guillemets. Maintenant, on est plutôt sur des taux 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Voilà, ça dépend des durées, mais ça augmente en flèche. Oui. Voilà, ça augmente en flèche. Et on s'approche tout doucement de ce fameux taux d'usure, qui est déjà problématique pour certains dossiers. On a eu, je crois, si je dis pas de bêtises, Christophe, une réaction, alors pas forcément très complète, mais une réaction de la part de l'État, là, dernièrement, un petit peu à chaud, si je dis pas de bêtises, donc le taux d'usure, c'est tous les trimestres qu'il est revu. Ouais, c'est ça. Le taux d'usure, il est publié chaque trimestre. Donc le prochain, c'est le 1er juillet. On attend avec impatience le 1er juillet en espérant que celui-ci va remonter. Et comme ça a été expliqué tout à l'heure, vu que c'est un petit peu la moyenne des derniers mois et que les taux ont commencé à remonter maintenant depuis le début de l'année, là, le taux d'usure, effectivement, au 1er juillet, il va naturellement, mécaniquement remonter. Alors, est-ce que le 2,40 va passer à 2,42, 2,45, 2,50 ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça va être un premier élément mécanique qui va nous aider à faire passer les dossiers. Mais comme on l'a dit tout à l'heure très justement, Vincent, la composante assurance, elle intervient dans le TAEG, dans le taux d'usure. Et comme tout le monde le sait, le taux d'assurance, il dépend beaucoup de l'âge de l'emprunteur. Donc tant que vous êtes jeune, 25, 30, 35 ans, vous êtes rarement confronté à ce problème de taux d'usure parce que le coût de l'assurance est bas. Mais dès que vous dépassez les 45, 50 et 55, l'assurance, naturellement, elle est plus chère. Et donc, c'est là où le TAEG dépasse souvent le taux d'usure. Et c'est peut-être que de là que naît cette incompréhension, parce que les consommateurs, acheteurs en termes d'immobilier vont regarder un petit peu ce qui se pratique en taux et se disent, non, les taux, déjà n'ont pas forcément cette définition en tête, enfin ce concept en tête de taux d'usure, et puis se disent, je suis à 1,6, 1,5, 1,7, je suis largement en dessous. Mais effectivement, cette fameuse assurance n'est pas mise tout de suite en avant. C'est quelque chose finalement qui est décidé, qui est négocié dans un second temps, et on nous donne jamais le taux global tout de suite en fait. Alors est-ce que c'est une question de présentation un petit peu, et ce qui est intéressant, ce qui est peut-être rassurant, c'est la réaction de Bercy qui a eu là il y a quelques jours, qui ont conscience de ce phénomène, de ce problème qui peut-être bloquera de manière un petit peu problématique le marché, de dire ok, on a conscience de ça, on commence à travailler sur ce sujet. Donc ils se sont réunis là le 30 mai. On n'a pas encore eu vraiment d'écho de ce qu'ils proposeraient. A priori, de ce qu'on a compris, avant le 1er juillet ou peut-être autour du 1er juillet, quand ce fameux taux d'usure va être révisé, il y aura peut-être une annonce, peut-être un coup de pouce entre guillemets de l'État qui va augmenter finalement ce taux de manière à débloquer la situation, puisque leur message était clair. Ils veulent continuer à favoriser et à ne pas exclure surtout une catégorie de Français de l'accession au prêt. Oui, tu as raison, Romain. En effet, c'est une catégorie des emprunteurs qui est aujourd'hui exclue, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout le montant de l'assurance qui fait dépasser le taux d'usure, et que plus on est âgé, plus l'assurance est chère. Donc c'est surtout nos clients les plus âgés qui sont impactés par ce taux d'usure. Alors, et là aujourd'hui, c'est un petit peu tous les jours qu'on est confronté à ça. Auparavant, c'était vraiment les gens les plus âgés. Et aujourd'hui, ça commence à être nos amis Quadra qui sont gênés par ce taux d'usure. Et c'est surtout flagrant sur les gens qui empruntent une petite somme, puisque quand on va additionner le montant des intérêts, des assurances, des frais de dossier, des frais de garantie, des frais d'intermédiaire, comme le disait tout à l'heure Vincent. Et il y a une notion de frais fixes sur les frais de dossier, les frais de garantie, les frais de courtage, qui est là, qui est moins flagrante sur les gros prêts, mais par contre qui est prépondérante sur les petits prêts. Tous les petits prêts voilà. de moins de 100 000 euros, quand on cumule le petit prêt plus l'âge des emprunteurs, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on a chaque semaine, et malheureusement, on n'a pas de solution. La loi interdit d'éditer. D'ailleurs, c'est même parfois bloqué dans l'ordinateur de la banque. On ne peut pas sortir cette offre de prêt. Voilà. Donc, Bercy réagit. Exemple aussi, c'est le montant du prêt peut être assez bas, assez bloquant. Même sur des gros prêts, mais des courtes durées, c'est aussi bloquant. Je donne un exemple qu'on a très très souvent. Une personne retraitée qui vend son bien, une maison, et qui veut acheter un appartement. Il veut faire un prêt relais. Souvent, c'est obligé pour éviter de déménager, se retrouver en location, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible dès qu'on dépasse les 60 ans. Je pense c'est là où c'est bloquant. L'assurance va venir bloquer
parce que le TEG étant calculé avec les frais de garantie qui sont assez importants, même s'il n'y a pas beaucoup d'assurance sur la durée du prêt, sur un prêt de 12 mois, du coup, sur un prêt relais, ça va venir bloquer. La personne est obligée de vendre et racheter après. Nous, on le voit dans nos agences, effectivement, ça, où les clients c'est un confort, un prêt relais finalement, hein, c'est un confort de se dire je veux éviter la case location, je veux pouvoir acheter, et une fois que j'ai acheté, une fois que j'ai ma nouvelle adresse, mon nouveau foyer, je vendrai mon bien. Donc c'est quand même, ça a un coût, mais c'est le coût du confort et de la sécurité. Et effectivement, on constate que les retours qu'on a sont pas si évidents que ça. Souvent, comme tu le signalais, c'est des gens, 55, 60, 65 ans qui vendent la maison, c'est trop grand, ils veulent repasser sur un appart, et ils sont un petit peu coincés. Autre actualité récente, justement au niveau de ces assurances. Vincent, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui a changé dans le paysage des assurances dernièrement ? Alors depuis le 1er juin, une nouveauté, la loi Lemoine, qui vient fixer des nouvelles conditions sur certains dossiers. Donc la loi Lemoine, à la base, elle dit que vous pouvez changer d'assurance quand vous voulez, pour les nouveaux contrats qui sont émis à partir du 1er juin. Donc ça, c'est le premier point. Donc, on va dire, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui veulent changer, qui ont pris l'assurance de la banque, qui sont peut-être qu'ils ont une assurance qui est plus intéressante ailleurs. Après, il y a d'autres points qui sont plus embêtants ou pas. Non, ça dépend des cas. Donc, surtout, moi je fais une petite parenthèse parce que ça c'est un point intéressant, c'est surtout que quand on demande son prêt immobilier, finalement on veut son obtention. Et on va focaliser un petit peu dans un premier temps sur ce taux primaire. Et puis, effectivement, le taux d'assurance, on était moins sensible peut-être dans un premier temps. On se disait, ok, c'est comme ça, c'est l'assurance, on propose 0,3, 0,4, 0,5, enfin, je prends. Et puis, le conseil qu'on entend de la part de beaucoup de courtiers, justement, c'est de dire, pensez à renégocier votre taux d'assurance une fois au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans. Et pourquoi ça devient intéressant, c'est que votre prêt, il est fait. Donc, la banque, elle sait que vous allez rembourser. Le plus dur, entre guillemets, est passé. Donc, les concurrents bancaires se disent tiens, je vais quand même récupérer une partie du gâteau en proposant peut-être un petit peu moins et je vais faire une économie au client et il va venir chez moi. D'accord, alors c'est un autre sujet. Je reviens sur la loi Lemoine juste après. Juste sur le changement d'assurance, c'est vrai que la banque propose une assurance groupe où le tarif va être général, c'est le même tarif pour tout le monde. Après, on peut se rendre compte par la suite qu'un tarif individuel peut être plus intéressant. Pas pour certaines personnes, le tarif peut être plus élevé. Donc, c'est à double tranchant. Donc ça, c'est important. C'est pas forcément gagnant de changer d'assurance. Alors, si tout le monde change d'assurance à chaque fois, peut-être le tarif groupe, est-ce qu'il va être tenable sur la durée ? Je suis pas sûr. Là, je prends un exemple. Quelqu'un qui est pompier, qui a un métier à risque et charpentier, lui va payer beaucoup plus s'il a une assurance individuelle que l'assurance groupe bancaire. Voilà. Et puis, des fois, la banque va faire un effort important sur le taux d'assurance qu'elle propose, plus le taux d'intérêt, et là, au coût global, c'est plus intéressant. Donc, voilà. Donc, après, dans d'autres cas, on est d'accord, changer l'assurance et permet de gagner énormément d'argent. Ça vaut le coup de vérifier, disons. Ça vaut le coup de vérifier, on est d'accord. Voilà, donc ça, jusque maintenant, on pouvait le faire la première année à peu près quand on voulait, en respectant un préavis de 2 semaines. 2 mois. 2 mois. Ouais, c'est ça. Et puis après, à la fin de la première année, pareil, on pouvait le faire à date quand on voulait, mais après 1 an. Date anniversaire, pardon. La loi Lemoine vient un peu modifier ça, c'est qu'on peut changer quand on veut, et puis après, c'est les autres choses, c'est aussi sur le questionnaire de santé. Sous certaines conditions de prêt, de montant, de durée, donc la durée du prêt ne doit pas dépasser la fin de prêt des 60 ans des personnes, et des montants de 200 000 euros aussi assurés par personne. Voilà, il n'y a plus de questionnaire de santé. Voilà, donc c'est intéressant pour les gens qui ont des problèmes de santé. Ils peuvent s'assurer et être assurés comme il faut, sans exclusion ni quoi que ce soit. Voilà, c'est peut-être des gens qui ont eu un cancer il y a 10 ans, qui aujourd'hui sont en très bonne santé. Ils n'ont plus à le préciser. Et entre guillemets, peut-être à payer un surplus, parce que la banque peut éventuellement identifier un risque supplémentaire et de fait avoir une assurance peut-être un petit peu plus... Voilà, donc sans rentrer dans les techniques pour chaque cas particulier, mais c'est vrai que les gens qui ont un cancer il y a 10 ans, après il y a le droit à l'oubli aussi, où l'assureur n'est plus obligé de le prendre, qui est passé à 5 ans, où l'assureur n'est plus obligé de le prendre, n'a plus le droit de le prendre en compte dans sa tarification.
Ça peut être aussi les gens qui ont du diabète, les gens qui ont des problèmes de dos, problèmes psychologiques, qui ont des arrêts de travail, qui ont des burn-out. Voilà, ça avant c'était exclu ou supprimé. Là maintenant, vu qu'il n'y a plus de questionnaire santé, ils vont être couverts. Voilà. Alors l'inconvénient de ça, c'est que l'assurance sur ces contrats-là, elle va augmenter le tarif. C'est justement ce que me faisait comme réflexion Christophe tout à l'heure quand on a évoqué le sujet, c'est tout de suite se dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas non plus un côté un petit peu double tranchant négatif qui va en découler de tout ça? Alors forcément, Romain, le métier de l'assurance, c'est d'assurer un risque. Aujourd'hui, on avait un certain coût pour assurer un certain risque avec questionnaire de santé. Si demain, il n'y a plus de questionnaire de santé, ça veut dire qu'on va assurer plus de gens à risque. Et donc forcément, quand on mutualise tout ça, la cotisation va subir les conséquences. Parce que sinon, à la fin, ça veut dire qu'il n'y aura plus de marge pour l'assureur. Et l'assureur ne peut pas travailler en perte. Donc forcément, si on assure plus de risques, c'est comme pour votre voiture, Romain. Si vous l'assurez au tiers, c'est moins cher que si vous l'assurez tout risque. Bon ben voilà, aujourd'hui, on veut assurer tout risque tous les emprunteurs. Donc forcément, ça va coûter plus cher qu'avant avec le questionnaire de santé. Est-ce que, en plus, moi j'ai posé la question en off un petit peu tout à l'heure, c'est non, mais attendez, moi je suis en bonne santé, est-ce que je peux le remplir? Et finalement, non, en fait, c'est ça qui est aussi. Non, on peut plus. Ouais, mais ça c'est incroyable quand même. Ça va de pair. On peut pas non plus avoir cette forme d'approche équitable et de dire attendez, moi j'agite ma main, je veux le faire. Donc ça je le comprends. Par contre, ça j'ai retenu le montant, c'est 200 000 euros par personne. Donc si vous faites un prêt de 400 000 avec votre épouse, voilà, là vous n'êtes pas obligé. Par contre, si vous empruntez 600 000 euros pour votre prochaine maison, là on vous demandera quand même ce questionnaire santé. Alors c'est le montant assuré, c'est pas le montant du prêt. Montant assuré. Ok. Voilà. Donc, vous pouvez emprunter 400 000 euros et assurer moins par personne. Vous ne rentrez pas forcément dans ces critères-là. Voilà. Après, il y a des astuces pour peut-être augmenter la durée du prêt. Pour dépasser l'âge de fin de prêt des 60 ans, on peut retomber sur soit un prêt avec une assurance classique et revenir sur des tarifs qu'on a habituellement. Mais c'est ça qui est marrant. C'est génial la vie quand même quand on se pose ces questions-là, c'est de se dire on nous invente du sport tous les jours. C'est que finalement le questionnaire santé nous embêtait, on dit non, j'ai pas envie de leur dire ci ou ça. Puis finalement dans certains cas on va dire attendez, on va vouloir faire valoir notre bonne santé. De toute façon on arrive dans cette société où tout sera épluché à la loupe et que tout aura une conséquence. Écoutez messieurs, merci pour cette première partie. Petite coupure musicale et puis on revient dans 2 minutes pour la suite de l'émission. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Imo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour dans les studios de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, toujours en compagnie de Vincent Portugal et Christophe Raja, donc société Avicap spécialisée en courtier en prêt immobilier dans la région. On a fait une jolie première partie sur un petit peu l'actualité bancaire, taux d'usure, les différentes un petit peu évolutions de ces histoires d'assurance, questionnaire santé. Et pour cette deuxième partie, on voulait recentrer un petit peu le sujet sur le métier proprement dit de courtier, avoir un petit peu cette lecture du métier, avoir un petit peu votre ressenti à vous en interne de qu'est-ce qui vous fait avancer aussi au quotidien, qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité. On commence par Vincent, est-ce que tu peux faire une petite introduction sur ce thème un peu large, mais que tu vas nous présenter. Qu'est-ce qu'un courtier en prêt immobilier? Donc, alors la première chose qui vient à l'esprit, c'est le taux. Négocier un taux d'intérêt, gagner de l'argent. Voilà. Donc je vous confirme, c'est le cas. Ça, c'est important, bien sûr, mais pas que. Donc, à quoi on sert? Donc, les clients viennent nous voir vraiment en amont du projet. D'autres non, qui ont déjà signé un compromis, mais là où on sert vraiment, c'est les gens qui viennent calculer une enveloppe, savoir comment faire pour emprunter, etc. Donc, on va les accompagner du début à la fin. Avec beaucoup de pédagogie. Exactement. Avec tous ces changements dont on a parlé en première partie, c'est très important qu'on voit les clients en amont pour leur expliquer c'est quoi ce fameux taux d'usure, qu'est-ce que c'est que ce problème d'assurance et comment on fait pour anticiper les problèmes avant d'aller signer notre compromis. Donc venez nous voir le plus en amont possible du projet. Ouais, c'est important parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte, effectivement. Donc voilà, donc on calcule l'enveloppe, on aide à préparer le dossier pour qu'il soit le plus intéressant pour les banques pour négocier les meilleures conditions.
On va prendre en compte l'assurance aussi qui peut être problématique s'il y a des problèmes de santé. On peut faire des études avant. Voilà. Après, les gens, quand ils ont cette enveloppe, ils vont chercher un bien. On peut faire à ce moment-là des certificats d'emprunt qui permettent de faire passer le dossier en amont par rapport à d'autres acheteurs parce qu'ils ont déjà fait une étude de près. Ils sont déjà pas sûrs à 100%, mais ils sont vraiment en ligne pour avoir le financement. Et puis après, une fois que ils sont engagés dans le projet, là, on va aller négocier le taux auprès des banques. Voilà. Ensuite, même pour finir, après, on intervient, parce on accompagne les clients en rendez-vous bancaire, et on suit le dossier jusqu'à déblocage des fonds, même après, si besoin. C'est vraiment de A à Z. Donc, pour résumer, en fait, voilà, c'est un gain d'argent pour les clients, un gain de temps, mais aussi du conseil. Et beaucoup de conseils, c'est aussi une grosse partie de notre plus-value. Disons que j'imagine que chaque dossier a ses spécificités. Une résidence principale, un investissement défiscalisation, un achat familial. Et c'est bien d'avoir un intermédiaire finalement qui a une lecture un petit peu globale et qui sait quel montage sera le plus adapté à tel projet. Finalement, le résumé de tout ça, c'est un métier de service. Donc, dans un service, il y a c'est un tiroir où on peut mettre pas mal de choses. Donc, comme tu le disais, le côté gain d'argent, c'est sûr que on imagine que quand tu vas t'adresser à un banquier, tu lui envoies, 10 dossiers par semaine, il y a probablement aussi une question de poids un petit peu, un partenariat qui est un peu plus ancré. Et finalement, ça peut, les quelques petits pourcents qu'on peut aller un peu chiner, c'est sûr que des gens comme vous auront un poids un petit peu supplémentaire. Ça peut être aussi un atout considérable. Et quand on parle aussi de gain d'argent, c'est peut-être mettre le doigt sur le fait que ça a un coût, c'est pas un service gratuit, mais finalement ce coût il est absorbé également dans cette économie que vous faites réaliser à vos clients. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Un gain de temps, ça, je pense que aujourd'hui on a bien en tête que moi le premier, je peux vous dire qu'on des dossiers on en fait quand même régulièrement. Pas dire que c'est de pire en pire, mais je pense que le marché est dynamique, donc les dossiers doivent s'empiler sur les dossiers des banquiers, et également d'avoir un petit peu des passe-droits, mais d'avoir des relations un peu privilégiées avec certains de vos partenaires. Ça permet peut-être d'accélérer un petit peu toutes ces démarches. Donc le gain de temps, je pense que c'est un vrai soulagement pour les clients qui se disent j'ai pas envie de passer 3 heures par semaine ou 3 heures par jour à aller à banque 1, banque 2, banque 3, banque 4, d'aller dans une banque où ils savent pertinemment que vous savez pertinemment que cette banque-là n'était pas du tout adaptée à son projet, et la personne va perdre du temps, de l'énergie, va s'essouffler. J'imagine que ça, vous en rencontrez. Parce que vous rencontrez justement des gens qui vous disent je suis fatigué, aidez-moi, sortez-moi de là. Pas fatigué, oui, puis surtout qui sont au stress parce que ils ont peut-être présenté un dossier qui est finalement été refusé par son banquier. Donc là, ils arrivent avec le projet de leur vie et ils sont pas sûrs que ça passe. Ça peut être des gens qui ne sont finalement pas assurables avec l'assurance de leur banque, donc ils cherchent une autre solution. On leur trouve. Donc on est vraiment là pour les aider et aussi apaiser un peu ce projet qui est toujours stressant pour eux. Ouais, c'est ça, un confort intellectuel. Moi, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent en urgence à la fin parce que ils sont allés voir leur banque, ils ont fait une simulation. La simulation était belle. Ils ont compris que ça voulait dire que le dossier était accepté. Ils ont acheté le bien. Et ensuite, quand ils sont allés monter leur dossier, l'analyse du dossier a fait que la banque a refusé le dossier. Et là, ils disent, mais je comprends pas, j'ai eu une simulation et ensuite, on m'a refusé mon dossier. Je pense que ça également, moi je pointe du doigt ça avec mes clients acquéreurs en leur disant une simulation. Et souvent, le banquier, de toute façon, on m'a dit d'une manière assez claire, ça vaut pas prêt, c'est pas un accord. Non, c'est une simulation mathématique. Voilà. Si vous mettez de temps, ça va vous faire un taux d'entraînement de temps, mais le dossier n'est pas analysé. Donc ensuite, à la lecture des pièces, on en parlera tout à l'heure sur comment préparer un bon dossier, à la lecture des pièces, on peut très bien avoir ce dossier refusé. Parce que le 35 d'endettement n'est pas le seul critère. On peut avoir un endettement maîtrisé, mais des problèmes autres qui viennent faire que le dossier est refusé. Oui, puis tout bêtement, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, comparativement à il y a peut-être 2-3 ans encore, où ne pas avoir forcément un apport important ou un minimum d'apport, c'était pas forcément quelque chose d'ultra bloquant. Aujourd'hui, on sent quand même que au moins d'avoir ses frais de notaire, c'est presque devenu un minimum. Alors pas forcément systématique, mais effectivement, ça rassure le banquier d'avoir un bout d'apport. En tout cas, si on n'a pas d'apport, d'avoir de l'épargne. Effectivement, les dossiers sans apport, sans épargne, là, effectivement, c'est quasi mission impossible. C'est bien compliqué. Non, ça c'est impossible. Et le pourquoi est intéressant, c'est se dire, finalement, dans la tête d'un banquier, c'est de se dire, vous avez 35 ans, vous bossez, vous êtes en CDI, vous n'êtes pas à découvert, mais vous n'êtes pas capable d'épargner ne serait-ce que 150 ou 200 euros par mois, ça le perturbe. Exactement. Alors, c'est pas faux comme analyse,
Et c'est vrai que se dire, attendez, vous gagnez bien votre vie, vous n'avez même pas 10 000 euros, quoi. C'est bizarre. Très juste ce que Qu'est-ce tu que dis, vous en Romain. faites de votre argent? C'est tout à fait, c'est ça, t'as tout à fait raison. Aujourd'hui, je paye 500 euros de loyer, je mets pas d'argent de côté. Demain, je veux faire un prêt immobilier, je vais payer 1000 euros de loyer, je suis bien en dessous de mes 35 d'endettement, donc j'ai pas de problème. Eh ben non, monsieur, parce que entre votre loyer de 500 et votre futur prêt de 1000, il y a un saut de charge de 500 euros. Et si ce saut de charge, on n'arrive pas à le justifier, eh ben comment on va faire demain? Et pour le justifier, c'est facile. On met 500 euros tous les mois sur son livret A. Sauf que si on le fait pas, quand on va devoir justifier au banquier, ben on peut pas justifier. Alors justement, Donc la bonne réponse, c'est revenez dans 3 mois. Voilà. Alors, c'est la bonne transition pour comment bien préparer son dossier. Finalement, c'est de démontrer à l'établissement bancaire que vous êtes prêt à rembourser cette somme. Et finalement, la meilleure des solutions, c'est de lui dire, comme tu viens de le dire à l'instant, j'ai un saut de charge de 500 euros. Vous voyez, je suis capable de l'assumer pleinement puisque j'épargne déjà 500 euros tous les mois. C'est ça. Avec Ce qui n'est pas forcément toujours facile à dire. Les nouveaux critères du HSCF qui ont fixé cette limite maximum à 35% d'endettement, on a focalisé le regard de tout le monde sur ces 35 d'endettement qui font que le prêt est accepté ou refusé. Et on a complètement occulté tous les autres critères qui sont observés à la loupe par le banquier pour vous prêter. Le taux d'endettement, c'est le premier, mais il y a aussi le saut de charge, comme on vient d'en parler. Il y a le reste à vivre par personne, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça ne veut pas dire que si votre dossier il est en dessous de 35, que votre prêt il est accepté. Il y a tous ces critères à valider, qui sont pas forcément dits, qui sont pas forcément connus, mais qui existent dans les ordinateurs des banques. Et nous, notre métier de pédagogie, c'est de bien préparer le client en disant, le taux d'endettement il est nickel, mais regardez là, on a un problème de reste à vivre et on a un problème de saut de charge. Et comment on fait? Je vais vous expliquer. On va faire un effort pendant 3 mois sur votre livret A. On va mettre ces 500 euros sur votre livret A. Lorsqu'on va amener votre dossier à la banque, on va donner seulement les 3 derniers relevés de compte et on pourra justifier sur ces 3 derniers relevés de compte que nos 500 euros sur notre livret A, c'est bien notre saut de charge. Et si aujourd'hui on est capable de les économiser sur notre livret A, ça veut dire que demain on saura les dépenser sur notre acquisition de prêt. Et là, on a réglé notre problème. On n'a plus de problème de saut de charge. Et ainsi de suite. Après, on ira regarder le reste à vivre et ainsi de suite. Alors, et le reste à vivre, finalement, on peut mettre, pareil, c'est un espèce de fourre-tout, mais finalement, on pourrait considérer ça comme l'imprévu. C'est-à-dire, demain, monsieur, vous avez votre bagnole qui tombe en panne, faut changer, ou il y a 2000 euros à payer. Comment vous faites? Vos enfants, ils ont quel âge? Ah, tiens, là, ils rentrent au collège. Est-ce qu'il y a une augmentation de charges, etc. Finalement, le banquier, il va se mettre dans une position où il veut, évidemment, limiter son risque et de faire en sorte que votre prêt, à la fois, vous puissiez le rembourser, tout à fait. Que vous ne vous mettiez pas dans cette difficulté, et il va un petit peu tout regarder. Donc, effectivement, c'est pas un simple calcul de dire j'ai tant, je peux emprunter tant. Ouais, c'est normal parce que, regarde, Romain, un 35% d'endettement, quand tu regardes quelqu'un qui gagne 1500 euros, son reste à vivre, c'est pas le même reste à vivre que quelqu'un qui gagne 7000 euros et qui est également à 35% d'endettement. Donc le 35... C'est le reste à vivre par personne, en plus ça dépend aussi du nombre d'enfants. Donc attention, le 35% d'endettement n'est pas le gage de validation du dossier. Il y a beaucoup de choses qui sont pas dites, qui sont différentes dans chaque banque. Chaque banque n'a pas les mêmes critères de reste à vivre et de saut de charge que son concurrent. Et c'est là que notre force, c'est de faire du conseil, de la pédagogie et d'essayer d'orienter le client au mieux vers la banque la plus douce et la plus accessible sur ce reste à vivre et saut de charge, quand notre dossier il est un petit peu juste. Voilà, parce que chose importante aussi, quand on parle de saut de charge, il y a les dépenses, mais aussi les revenus. Et ça, on va dire bizarrement, d'une banque à l'autre, c'est pas les mêmes revenus qui sont retenus. Selon l'ancienneté, selon savoir si c'est des gens salariés ou non, s'il y a des primes ou pas. Certaines banques vont retenir des primes même qui sont même pas dans les contrats de travail, mais voilà, ils vont regarder certaines hors primes et d'autres banques avec primes. Les histoires de 13e mois, 14e mois, ou les d'autres ils vont prendre la moyenne des 3 dernières années, d'autres c'est juste la dernière année. Voilà, donc... Oui, la personne peut vous dire, attendez, je gagne 60 000, oui, vous gagnez 60 000 euros, tout revenu confondu, mais la banque, elle a décidé de retenir 50 000. Tout à fait. Donc votre taux d'endettement, finalement, vous étiez bon, vous êtes plus bon. Et c'est aussi ça, votre force, c'est d'adresser finalement les dossiers vers les bons établissements bancaires, et c'est là où on apporte finalement une vraie plus-value dans le process. Exactement, on en parlait à la pause tout à l'heure, Romain. Quand vous donnez votre fiche de paye à votre banquier, chaque banquier ne va pas l'analyser de la même façon. Il y en a qui vont prendre le salaire net payé en bas de la page, d'autres le salaire net imposable, d'autres le brut fois 0,78%, et ça ne fait pas tout à fait les mêmes résultats. Et souvent les surprises viennent de là. Et voilà, si vous les avez personnes ont tendance à dire, j'arrive en rendez-vous, je gagne 2000 euros, ok, on y va, on fait la simulation, mais les 2000 euros, des fois il y a des frais kilométriques dedans, des paniers repas, et ça c'est pas pris en compte par exemple. Donc ça c'est important aussi de... Ils vont chercher
on va dire, le salaire minimum garanti. C'est vrai que la variable, ils aiment pas trop. On pourrait résumer un petit peu comme le ça. net à payer, c'est pas forcément Voilà. ce qui est retenu. Alors, et pour conclure, Vincent, est-ce que tu peux nous donner justement, avec tes années d'expérience, un conseil que tu pourrais donner un peu de manière générale à nos auditeurs pour, vous avez un projet d'acquisition, ça, voilà, c'est la chose à faire, partez de là. Quel serait un petit peu ce point de départ? S'y prendre en avance. Moi, je leur Bien dis pareil, préparé. venez nous voir le plus tôt possible et on vous expliquera comment faire. Non. En deuxième conseil, c'est checker bien vos relevés de compte. On n'est pas assez, on n'est jamais assez trop. Attentif un petit peu à ce qu'on dépense, non? Ou, non? Ouais, mais on n'a jamais assez on pense jamais assez que le critère prépondérant dans un refus de prêt, c'est souvent la tenue des relevés de compte. Le banquier aime bien analyser les 3 derniers relevés de compte, et si les relevés de compte sont pas bien tenus parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on n'a pas l'habitude, ça joue souvent en notre défaveur quand le dossier est un petit peu limite. Ce qui fait passer à droite ou à gauche le dossier et sera accepté ou validé, c'est la bonne tenue de vos relevés de compte. Alors concrètement, la bonne tenue des relevés de Qu'est-ce compte, que ça veut c'est dire les commissions d'intervention et les rejets de prélèvement. C'est ça qu'il faut éviter à tout prix. Et le découvert non autorisé. On peut voir déjà des fois des gens qui ont de l'épargne, qui vont avoir 20 000 euros d'épargne de côté, ils sont à moins 3 000 sur leur compte courant, c'est pas bon. Voilà, c'est vraiment que le compte soit bien tenu et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, de paiement. encore une fois, c'est la gestion courante, c'est de dire, ok, vous pouvez avoir un peu d'épargne, etc., mais c'est pas ce qui va être le plus intéressant pour un banquier, c'est de dire, finalement, vous avez une tenue de compte saine, vous n'êtes pas à découvert, vous n'avez pas des rejets d'opération, pas de chèque impayé, pas de commission d'intervention. Finalement, votre dossier, il est clean, on a envie de vous prêter, vous nous avez rassuré. Voilà, pourquoi ? Parce que s'il y a des rejets de prélèvement, par exemple, sur une facture EDF, c'est signe qu'il y a statistiquement, il va y avoir des soucis pour un prélèvement de prêt immobilier. Et là, s'il y a commence à avoir des soucis de prélèvement de mensualité de prêt immobilier, c'est l'engrenage, et là, c'est compliqué. Top. Écoutez, messieurs, un grand merci. Donc, on le répète, donc Vincent Portugal, Christophe Raja, société Avicap, présente sur plusieurs départements de la région, donc qui seront à votre disposition pour accompagner un petit peu tous vos projets. Chose très importante, les consultations, les conseils, un coup de téléphone, c'est gratuit. On se fera un plaisir de vous relayer les coordonnées de chacun en off. N'hésitez pas à nous solliciter pour cela. Ils prendront le temps et le plaisir de vous découvrir et de vous accompagner pour tous vos projets. Messieurs, un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Merci pour C'est ton énorme, invitation. Merci Jean-Pierre pour la technique d'une main de chef, comme d'habitude. Merci Jean-Pierre. Et puis à nous tous, écoutez, on se revoit d'ici 15 jours. Très bonne fin de semaine sur Aix. Et rendez-vous sur le podcast. J'ai Exactement, compris, bientôt c'est ça sur YouTube. À très bientôt. Bientôt sur YouTube. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.